réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Et oui, c'est l'histoire qui fait le tour du Québec aujourd'hui, là, révélée par la presse et Le Devoir également. Et ça touche le centre de réadaptation Cité des Prairies à Montréal. Une histoire absolument épouvantable. Au moins 9 éducatrices de ce centre sont sous enquête pour des inconduites sexuelles avec des jeunes dont certains étaient mineurs. Pour en parler, je reçois en studio Nancy Audet. Vous connaissez bien Nancy, elle est journaliste, conférencière, auteure de 2 livres sur la DPJ et également elle-même une enfant de la DPJ. Nancy, bonjour. Bonjour. Nancy, tu as pris connaissance ce matin, comme tout le monde, de cette nouvelle-là. Quelle a été ta première réaction? J'étais au courant de cette histoire depuis quelques mois déjà parce qu'il y a des éducateurs qui avaient communiqué avec moi. J'avais pris le temps de discuter avec eux. Ils étaient un peu dépassés parce qu'ils avaient dénoncé des comportements inadéquats envers des jeunes et ça s'est retourné contre eux. De quelle façon? C'est-à-dire qu'il y a des collègues de travail qui les ont pris en grippe. Ils ont été harcelés. Il y a même une éducatrice en particulier qui a été assez courageuse dans ce dossier-là, qui a dû quitter son emploi après de nombreuses années auprès de ces jeunes. Une éducatrice d'expérience. Et c'est ce qui est triste, c'est un peu comme l'école Bedford, c'est qu'il y a des gens qui ont le courage de dénoncer des situations inacceptables et qui payent le prix. Le prix pour elle, ça a été de quitter un emploi qu'elle aimait. Et il y a un dévouement envers ces jeunes-là et elle est partie travailler ailleurs. Donc, parce que les collègues se sont tous ligués contre elle. Ils étaient quand même nombreux, vous l'avez compris dans l'article de la presse, dans cette enquête. On parle d'au moins 9 éducatrices. 9 éducatrices. Il y a des gens autour qui étaient au courant aussi. Il y a des on l'a vu, des agents d'intervention qui s'organisaient pour laisser le champ libre à ces éducatrices-là, à certaines, en tout cas, d'entre elles. Et donc, c'est tout un groupe et à des portes fermées, même qu'elle a voulu parler à des gens, des patrons, elle n'a pas senti d'ouverture et au contraire, là, ça s'est vraiment viré contre elle. Donc, c'est triste que encore aujourd'hui... Je veux juste rappeler, Nancy, c'est absolument incroyable ce que tu nous racontes. Donc, il y a une employée qui est là, qui constate ses comportements déviants. Résultat, quand elle veut les dénoncer, ses collègues de travail se liguent contre elle pour la contraindre au silence. Et là, quand elle se retourne vers son employeur en leur disant « Écoutez, ce qui se produit, ça n'a aucun bon sens », elle n'obtient aucune écoute. Exactement. Et au contraire, elle paye le prix de sa santé, le prix de sa santé mentale aussi. Et elle est obligée de quitter son emploi. Donc, tu sais, c'est très dommage de constater encore une fois, Philippe, qu'il faut des enquêtes journalistiques, il faut des lanceurs d'alerte pour dénoncer des situations inacceptables qui touchent, dans ce cas-là, les enfants les plus vulnérables de notre société. Je sais qu'on entend là, toute la journée, jeunes contrevenants, je comprends. Mais parmi ces jeunes-là, il y a des jeunes qui sont mineurs. Et un centre de réadaptation, ça le dit, c'est pour réadapter des jeunes. Et dans ces jeunes-là, qui ont peut-être, oui, commis des délits, il y a une grande majorité de ces jeunes-là qui ont un parcours de vie très difficile, qui ont un parcours de maltraitance. Quand on regarde certains dossiers, ça donne froid dans le dos. Il y a des jeunes qui ont subi dans l'enfance des agressions sexuelles. Il y a des jeunes qui ont subi de la violence corporelle, de la négligence grave. Et malheureusement, certains d'entre eux vont se diriger vers un parcours criminel. Ça reste que c'est des jeunes qui ont besoin de réadaptation. C'est pour ça qu'ils sont dans ce centre-là. Et les adultes qui les accompagnent doivent être très solides, doivent être formés pour accompagner ces jeunes-là, pour leur permettre un jour de prendre un autre chemin, justement, de ne plus suivre ce parcours-là, où on décide de se diriger vers un parcours criminel, mais aussi d'avoir un parcours de vie qui est plus normal, d'avoir une vie épanouie. C'est des jeunes qui ont vécu des choses, encore je le répète, très, très, très difficiles. Et on doit avoir des adultes qui sont formés, compétents. Et c'est inacceptable que des adultes en situation d'autorité aient osé avoir des gestes à caractère sexuel ou même des relations sexuelles dans ce cas-là avec ces jeunes-là. C'est inacceptable. Si ça arrivait dans une école secondaire ici, que 9 adultes en position d'autorité
avait des relations sexuelles avec des jeunes, je peux vous dire que le lendemain matin, là, la police serait là. Puis, mais là, c'est des jeunes qui sont vulnérables, sont dans un centre jeunesse. C'est donc, tout pour aussi toi, c'est inacceptable. carrément du 2 poids, 2 mesures. Mais franchement, vraiment, là, on le sait depuis l'été dernier, il y a une enquête qui est ouverte. Puis vous me dites que c'est ce matin Lionel Carman qui demande une enquête policière. Voyons, c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes en centre jeunesse? Parce que c'est des jeunes qui sont sous la responsabilité de l'État? Ils sont moins importants? Non! C'est inacceptable. Ces jeunes-là ont le droit aussi d'être protégés. Et c'est notre rôle en tant que société de les protéger. C'est le rôle de notre gouvernement, c'est le rôle de la DPJ. Et dans ce cas-là, malheureusement, force est d'admettre qu'encore une fois, on ne les a pas protégés adéquatement. Puis, tu veux intervenir? Oui, juste pour savoir de quoi il est question, parce que là, on parle d'adultes qui commettent on dirait qu'on marche sur les œufs quand on essaie de nommer la chose, de comportement déviant, d'inconduite sexuelle, mais de quoi il est question exactement? Il est question que des éducatrices en position d'autorité dans des unités, dans un centre jeunesse, c'est des jeunes qui sont sous la responsabilité de l'État, des éducatrices qui sont chargées de prendre soin de ces enfants-là, de ces jeunes-là, ont eu des relations sexuelles avec ces jeunes-là. C'est inexcusable. Peu importe, j'ai entendu des gens, ouais, mais c'est des jeunes qui les manipulent. Non, elles sont formées, elles sont supposées être formées pour travailler avec ces jeunes-là et justement de ne jamais embarquer dans peu importe la manipulation. Elles sont là pour aider ces jeunes-là à se réadapter. Nancy, comment notre système a pu dérailler autant? On parle beaucoup, mais on ne se met pas en action. Je t'entendais là au sujet de Guillaume Clich-Rivard qui demandait le départ de Catherine Lemay, qui est la directrice nationale de la DPJ, qui a été nommée, qui a un salaire faramineux, qui est supposé être là justement pour faire le ménage dans les centres jeunesse notamment. Et au contraire, depuis son arrivée en poste, il n'y en a pas d'action sur le terrain. Mais ça se peut-tu que ça soit parce qu'on manque de personnel, parce que les conditions de travail sont très difficiles, puis on n'a pas nécessairement les meilleures personnes pour faire la job? C'est facile de se rabattre toujours là-dessus, puis je vois que la direction de la protection de la jeunesse se cache beaucoup derrière ça. On manque de personnel. Mais ce qui manque surtout, c'est de volonté politique. On a coupé tout ce qui est programme de formation dans les dernières années, de programmes pour aider les jeunes à se rétablir. On a charcuté là-dedans encore et encore et on pense qu'aujourd'hui, en 2024, c'est une bonne idée de mettre dans des petites unités, dans des petites chambres, parfois sans fenêtre, empiler les jeunes les uns sur les autres, dans des conditions de vie qui font aucun sens, de les réprimer encore et encore, de les mettre en isolement à répétition, de leur faire subir des contentions, de leur faire subir des fouilles à nu. On pense sincèrement au Québec en 2024 que ça permet d'aider des enfants qui ont été victimes de maltraitance. Je pense que ça fait longtemps qu'on fait fausse route et ça, c'est inacceptable. Il faut arrêter de se cacher derrière le fait qu'il y a une pénurie de personnel. Il y a des actions à poser. On a eu un rapport d'enquête qui s'appelle le rapport de la Commission Laurent, qui a coûté 12 millions de dollars aux Québécois. Il y a 4000 personnes qui ont été entendues et on est arrivé avec un rapport de 65 recommandations. C'est clair, c'est là, c'est évident et on ne met pas ces recommandations-là en place. On peut-tu commencer, si on décide qu'il y a une commission d'enquête, on peut-tu aller de l'avant puis au moins mettre en place ces recommandations-là? Alors Nancy, toi, quand tu entends le ministre Carman aujourd'hui là, déchirer sa chemise sur les événements, dire que c'est odieux, tu dis, coudonc, peut-être que, monsieur le ministre, vous auriez pu être plus proactif avant. Bien, il doit être plus proactif. Tu sais, c'est facile de dire, là, je suis scandalisée, là, mais ça fait 1 an que les scandales s'accumulent les uns après les autres. Et visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Monsieur Carman n'est pas informé de ce qui se passe dans son réseau. Ça, c'est le rôle de Catherine Lemay. Il y a un problème de communication. Probablement que l'information ne se rend pas à M. Carman, mais c'est pas une excuse. C'est son rôle, c'est lui le chef de bateau. Et ça fait 6 ans qu'il est là. C'est long en politique, 6 ans, tu le sais, Philippe. Il y a eu les coups des franges pour apporter des changements. C'est des changements qui tardent à venir. Puis, il y a des solutions concrètes qui existent. Elles sont là. Il y a des gens compétents au Québec qui ont amené des solutions, mais pour une raison qui m'échappe constamment, on ne va pas de l'avant. On demande toujours des rapports, des enquêtes, des rapports. Des rapports là, sur les conditions de vie des enfants en centre de réadaptation. Là. Il y en avait encore un en 2017 qui disait que ce qu'on faisait subir aux enfants, ça faisait aucun sens. Mais là, on est en 2024, puis je vois qu'on
On a encore demandé un nouveau rapport. On en a déjà un. On en a fait un en 2017. C'est les actions qu'on n'a pas. On n'a pas de courage politique. Mais moi, je vous dis que ces jeunes-là, ils sont nombreux parce qu'on ouvre des nouvelles unités là, partout à travers le Québec. On institutionnalise plus d'enfants. Puis on institutionnalise des enfants de plus en plus jeunes. Il y a des petits-enfants de 3-4 ans maintenant dans nos centres jeunesse au Québec, et ça, c'est inacceptable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense qui va arriver de ces enfants-là. Un enfant, on l'oublie encore, ça a besoin d'une famille, ça a besoin d'un papa, ça a besoin d'une maman pour pouvoir grandir en santé. Donc, on décide qu'on met encore plus de nos enfants dans ces centres-là, c'est un non-sens. Il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on mette la main à la pâte. J'espère que les gens vont être nombreux à lever la main parce que tu sais, il y a eu 136 000 signalements l'année passée au Québec. C'est du jamais vu. C'est 370 enfants par jour. Ça, c'est nos enfants. Donc, on est aussi responsable de ça. Oui, il y a des choses qui se font à Québec. Je suis d'accord, ça se passe pas. Mais il y a aussi des choses à faire dans nos communautés pour prendre soin de ces enfants-là. Puis, je veux juste vous dire que le 6 décembre prochain, je vais poser un geste. Ça fait déjà 2 ans que je le fais. Tu le sais, Philippe. Oui. J'organise une grande collecte de manteaux chauds, de bottes, de vêtements chauds, de cartes d'épicerie pour nos jeunes de la rue. Ils sont vraiment, vraiment nombreux. Cette année, encore là, je vous apprends rien. Là, une forte augmentation de nos jeunes. Beaucoup qui sortent de la DPJ, qui se retrouvent à la rue. Ça aussi, c'est inacceptable. Et on a refusé 6 000 jeunes cette année là, dans les hébergements. Ça aussi, là, les hébergements me disent, les maisons me disent qu'elles n'ont jamais refusé autant de jeunes. Donc, j'organise à Montréal une grande collecte. Vous avez quelque chose dans votre garde-robe, vous ne l'utilisez pas, vous avez envie de nous apporter une carte d'épicerie, je peux vous dire que ça va aller à un jeune qui en a besoin. Nancy, tu vas revenir nous voir avant le 6 décembre, puis tu auras l'occasion d'en reparler. Merci encore de t'être déplacé aujourd'hui, t'entendre sur ce sujet-là. C'est toujours tellement intéressant, mais aussi à quelque part tellement choquant ce que tu nous répètes à chaque fois que tu en as l'occasion, et on dirait qu'on ne progresse pas beaucoup comme société à ce niveau-là. Merci, Nancy. Merci à vous. Nancy Audet est journaliste, conférencière et autrice de 2 livres sur la DPJ. Elle est elle-même une enfant de la DPJ. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Catherine, on a le grand plaisir de recevoir en studio André-Philippe Gagnon. Oui, André-Philippe Gagnon. Bonjour, qui est en train de bâtir son nouveau spectacle, remasterisé. C'est ça. Comment on construit un spectacle d'imitation quand on en a fait plein d'autres avant? Moi, c'est des angles que j'aborde ou que je n'avais pas vraiment abordé. Dans le spectacle précédent, je parlais un peu d'un spectacle que j'avais fait en Afghanistan, puis les gens étaient comme, c'est du vécu, ça, là. Fait que, je vais vous en donner du vécu, là. Il y a quelques expériences qui me sont arrivées ici et là, puis ce sera l'anniversaire de We Are the World, la chanson là, qui a été ça va faire 40 composée ans. pour aider les enfants en Éthiopie là, en 85 par Lionel Richie, Michael Jackson. Je sais pas si ça a vraiment aidé les enfants en Afrique, mais ça a aidé un enfant de Loretteville en tabarouette. Fait que j'en parle un peu. Et puis, mon cheminement, cette chanson-là m'a fait voyager, c'est sûr. On voulait l'avoir en France, bien sûr, dans les festivals au Québec, jusqu'en Australie, aux États-Unis, tout ça. Fait que j'ai la chance, ça m'a fait voyager cette chanson-là. Fait que je parle de ça un peu à travers certains voyages. Donc, tu vas te raconter pour la première fois, peut-être? Oui, tu sais, je parle même, je vais même parler de mon frère qui, lui, donnait la bénédiction, tu sais, mettons, mon Tweety Bird que je faisais quand j'étais petit, là. Quand tu l'as entendu, mettons, au lieu d'imiter les grands frères, ça peut faire comme... Okay. Et quand tu y es juste son approbation, ça m'a permis de faire d'autres imitations, là, tu sais, puis ensuite des chanteurs, puis là, ils vont des chants, puis tu sais, d'autres voix comme ça. Puis... André-Philippe Gagnon, si je comprends bien, tu as compris très jeune que tu étais capable de faire des imitations. Quand est-ce que tu as compris que ça serait un métier? J'ai essayé. Tu veux faire rire tes amis, tu veux faire rire, puis ce qui faisait rire mes amis à l'époque, c'est justement si je faisais rire mon frère, il y a 7 ans de différence, là, tu sais. Fait que si je faisais rire ses amis en plus ou de quoi de même, puis ce qui faisait rire mes chums aussi, c'était les comiques, tu sais, à la télévision, là, tu sais. Bugs Bunny, Hanna-Barbera, justement, là, I Taught Pussycat, ça, j'ai fait ça, là, autant que We Are the World quand j'étais petit, c'était vraiment... Et puis, ça m'a permis aussi de faire des voix aujourd'hui. Tu sais, il y avait, à l'époque, dans Hanna-Barbera, il y avait touché la tortue, Dum Dum.
moi, dum-dum. Eh ben, dis donc, touche. Ce son-là, je m'excuse, mais c'est vraiment François Legault qui est devenu, avec cette voix-là, de parler que c'est pas difficile, des nouvelles imitations, ça tisse des liens qui coûtent pas cher. Mais c'était pas un métier, être imitateur à l'époque. Pas vrai. Ben, Yvon Deschamps, Claude Landré, André Dubois, des cyniques, ils en faisaient quelques-unes. Puis là, ben, moi, tu sais, les enfants font ça, hein, ils imitent leurs parents, tu sais, puis à 2 ans, on passe à d'autres choses. Normalement, moi, j'ai accroché là, je pense. Ça m'a permis justement d'emmagasiner des sons qui me permettent, prendre un son, puis faire un autre son, puis là, ça donne une nouvelle imitation. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Qu'est-ce qui fait un bon imitateur? C'est le sens de l'écoute? Ben, ça prend de l'oreille. Oui, on chante comme on s'entend aussi. Là, je fais beaucoup d'imitations chantées, mais aussi de faire des sons puis de faire évoluer des voix. Il y a comme des voix qui avaient plus de bass, on va dire, avant, là, comme Serge Savard à l'époque. Quand on parle des Jazz de Winnipeg, tu sais, parlait plus comme hallucinant. Ça. Mais si tu parles, mettons, d'un échange que tu veux pas faire, ben aujourd'hui, le même Serge Savard, il va parler comme ça parce qu'il a vieilli un petit peu. Quand il va parler de la santé, ça va être ça. Puis ses dents, ils ont changé aussi. Un petit peu plus de chointage. Alors, ça va être un petit peu plus haut. Alors qu'avant, c'était plus comme ça. Michel Bergeron, pareil. Avant, c'était comme ça. Peter Anton Marianne. Puis maintenant, Michel, il parle un petit peu plus haut, tu sais. Puis, tu sais, mettons Elvis Gratton, tu sais. Hey, ça te tente-tu de faire un vin? Hey, voyons donc. Hey, gang de pouilleux, tu sais. Ben, à cette heure, Julien Poulin, il est plus comme ça. Il y a un petit peu moins de base, tu sais. Mais c'est incroyable de voir votre visage, de savoir que c'est André-Philippe Gagnon qui est à ma droite, mais de voir quelqu'un d'autre en même temps. Moi, j'avais une question justement par rapport à ça, par rapport à se moderniser, parce que vous avez une carrière au-delà de 40 ans. Comment on fait pour se renouveler comme ça constamment puis rester actuel? Parce que même ceux qui vous connaissent pas, ben, peuvent comprendre votre art, là. Aussi, c'est sûr que dans le spectacle, j'en fais c'est que je raconte une histoire, fait qu'à ce moment-là aussi, il y a quelque chose, puis les propos sont appuyés par des imitations, puis parfois, ça va être du rag and bone. D'autres fois, là, comme dans le spectacle, là, je ressors Félix Leclerc, je vais faire Willy Lamotte, que j'ai jamais fait en show. Mais je pense que si je parle des festivals que je fais au Québec, il y a le Festival Saint-Tite, le Festival de la tarte du cochon, de la truite, de la dorée, je les ai tous fait à un moment donné. Puis là-dedans, de mettre du Paul Piché là, un Robert Charlebois là, je m'en viens pas pire avec un Claude Dubois. Il y a des voix aussi Las Vegas, quand je raconte Las Vegas, ben de faire. Alors c'est dans la. J'essaie d'être précis, puis de faire aussi que dans mes imitations, qu'on n'entende pas trop ma voix. T'sais. Fait que quand on n'entend pas la voix du gars qui imite, ben là, tu y crois davantage. C'est pour ça qu'à un moment donné, si tu n'entends pas André Philippe quand je fais Serge Savard, là, c'est une imitation, comme je dirais, toi, que le monde aime, puis que moi, je peux faire pas pire. Moi, je veux revenir sur l'époque Vegas, parce que c'est quand même pas rien de tenir la barre d'un spectacle pendant 10 ans à Las Vegas. Il y a eu des tournées avec Céline aussi. Mais j'aimerais ça que tu nous racontes un peu l'époque. C'était comment Vegas à cette époque-là? C'est pas le Vegas qu'on connaît maintenant avec les grosses vedettes qui font des résidences. Ben, écoute, moi, j'ai connu deux Vegas, si on veut. Là. Il y a celui d'aujourd'hui qui est hallucinant avec la sphère et tout. Et celui de 87, quand j'ai commencé à faire justement le We Are the World, m'a amené au Comedy Store à Los Angeles. Et puis là, Mitzi Shore, qui était la propriétaire, elle m'aimait bien gros. Elle dit, ça tenterait-tu de faire aussi mon Comedy Store que j'ai au Dunes, qui est devenu le Bellagio par la suite? Alors, j'ai fait le Dunes, moi, en 87, justement. À l'autre bord de la rue, il y avait Sammy Davis puis Dean Martin qui étaient ensemble. Frank Sinatra était encore au Caesars Palace. Jay Leno ouvrait pour Dinah Ross dans ce temps-là. Et toi, t'es là. Puis moi, j'étais là, comme je finissais le spectacle au Il y avait un chauffeur de taxi. Ah, ben oui. T'avais demandé qu'est-ce qu'il faut aller voir à Vegas. C'est ça, on avait eu off, tu sais, j'étais avec Stéphane Laporte, on demandait au gars, tu sais, ben là, c'est quoi, y a-tu un show à aller voir? Puis on va dire en français, il y a cet imitateur-là du Canada, là, tu sais, aux Dunes, là, que là, je regarde ça. Voyons, non, c'est une farce, ça, là. C'est surprise. Il est en train de me recommander, c'est mon propre show, c'était vraiment le fun. Catherine Meeker et moi sommes en conversation avec André-Philippe Gagnon, qui est en studio avec nous. André-Philippe, t'en as glissé un mot tout à coup. Combien ce passage en 1985 à l'émission de Johnny Carson, quand tu as interprété We Are the World, ça a été vraiment l'événement qui a lancé ta carrière sur la scène internationale. Oui, il était tellement généreux parce que ça s'est bien passé. Puis je le raconte un peu dans le show. Puis j'essaie de faire ça rapidement
dans 2-3 heures pour prendre la voix de Jean-Marc Parent, sinon on est fait ben raide, gang, tu sais, c'est ça. Fait que je raconte justement que ça s'était bien passé, puis ensuite, là, on m'avait dit, bon, ben, on va te faire signe, bye-bye, ça veut dire tu disparais. Puis là, ils m'ont fait bye-bye sur le côté. Alors ça voulait dire, va t'asseoir. Puis là, Johnny Carson m'attend, viens t'asseoir. C'est ça voulait dire, t'as fait quelque chose pas pire, là, puis là, tu viens d'avoir la bénédiction puis ton green card quasiment pour travailler aux États-Unis, là, tu sais, c'était ça, Johnny Carson. Et tu devais être nerveux, c'est pas possible. Certain, Philippe, j'étais là, je savais pas, tu sais, mon anglais était correct, mais tu sais, j'étais pas un Jim Carrey ou un Robin Williams, c'était pour improviser, fait qu'il m'a bien fait paraître, puis tout ça, puis ça s'est bien passé finalement. Je suis quand même curieuse. Il s'est vendu quand même pas mal de billets, hein, par la suite. Ben, tu sais, vraiment, là, notre producteur Jean-Claude L'Espérance à l'époque, le père de Guillaume. De Guillaume, exact. Qui nous appelait en revenant de Los Angeles, disait, hey, les boys, Stéphane Laporte et moi, comme on vient de vendre 20 000 billets à la Place des Arts. Mais comment vous le vivez? En 3 heures. Puis là, il fallait que tu sois présent pour les acheter les billets. T'achetais pas ça online à l'époque. Là. Les gens vous comprennent. Puis là, c'était quelque chose. Imagine 20 000 billets, puis il y avait 7 minutes. Le numéro, ce qu'on avait décrit pour le show, c'était ce que j'avais fait au Tonight Show. Fait que c'était comme, OK, on est au mois de novembre, on commence en mars à la Place des Arts, alors on va s'activer. Mais comment vous le vivez? Parce que là, à ce moment-là, vous êtes début vingtaine, vous venez de Loretteville, vous arrivez aux États-Unis. C'est une espèce de montée fulgurante, là. C'est une fusée qui part dans l'espace. Oui, tout à fait bien. C'est ça, tu sais, puis je suis pas vraiment prêt à ça du tout. Imaginez-vous, il y a tous les journalistes, radio, télé... était là pour l'avant, le pendant, l'après, puis ça a vraiment aidé. Là, ça a failli pas se faire. Ouais, j'ai bien compris au début. Ouais. Ben oui, alors, dans un premier temps, parce que l'agent de l'époque m'avait booké à Saint-Prosper-de-Beauce, et quand il a reçu une première invitation, il a dit « Non, he's not available. » Excusez-nous, ça va en Beauce. Ouais, okay. Tu sais, puis là, on aurait peut-être pu offrir aux gens de Saint-Prosper 10 shows ou une somme, un montant d'argent, tu sais. Alors, mais finalement, bon, ils ont rappelé, il est-il disponible cette date-là? Puis là, yes, it is available. Là, finalement, on a pu le faire. Mais là-bas aussi, pour une question de droit d'auteur dans l'après-midi, c'était comme mon attaché de presse, Francine Chaloux, à l'époque, tu me disais, c'est peu, André-Philippe, que tu puisses pas faire We Are the World. Ouais! Parce que je faisais le sax à l'époque pour finir mon numéro, mais là, je me voyais pas faire devant 15 millions d'Américains. Ouais, c'était... Finalement, bon, les droits, ça s'est arrangé et tout, là, mais ça a été... il était très gentil. Il est venu me voir dans ma loge avant, c'est une chose qu'il fait pas souvent. Il y a peut-être les gens là, qui nous écoutent et qui disent, mais c'est qui Johnny Carson? Mais c'était une immense vedette de la télé américaine. Il animait le show de fin de soirée à NBC. Jay Leno, Jimmy Fallon, c'était ça. Là, et quand tu passais là, c'était vraiment la consécration. C'est vraiment, fait que ça m'a ouvert aussi le Canada anglais. Là, des spectacles à Toronto, les Olympiques à l'époque aussi en 88 à Calgary, j'ai pu faire ça. Fait que et des spectacles, en Australie, des soirées spéciales avec Michael J. Fox et compagnie pour Lady Di, un gala pour le Prince Charles et Lady Di. Puis là, Mila Mulroney avait pris le soin de m'asseoir devant elle pour que je continue de l'entertainer au 22 Sussex après. Là. Elle avait son concert. Je faisais le fou de la princesse, pas le fou du roi. Là. Est-ce que ça te manque, ça, cette espèce de star power autour du monde, puis là, d'arriver avec un spectacle au Québec comme ça, est-ce qu'il y a un décalage où on est aussi heureux en faisant le spectacle au Québec? Vraiment heureux, là. C'est parce que les gens, c'est de connecter qui est le fun. C'est le fun de faire mes voix chez nous, mais là, comme si je peux... Je suis en train de polir le duo Bono-Pavarotti. Puis ça, quand mon soundman, mettons, l'autre jour aux prises de son à Edmonton, qui s'est retourné, puis Colin, c'est pas pire ça, tu sais, je dis je pense, j'ai l'intention de le mettre. Je vais voir combien ma voix est fatiguée ou pas vers la fin du show, parce que tu fais pas ça au début. En tout cas, c'est que c'est des nouvelles voix, puis c'est de savoir qu'on connecte avec notre public qui nous a encouragés au début. Puis ensuite, ça marche, crime, on va retourner en France. Puis même en France, ça serait un spectacle beaucoup plus anglo, parce qu'ils ont déjà des imitateurs, c'est certain que je vais me faire plaisir de faire Aznavour avec mon Cabrel, Julien Clerc, une 4-5, mais je ferais surtout des imitations anglophones, des Barry White, des Mick Jagger, ils sont pas capables de faire les Français. Ils ont un petit accent quand ils le font, fait que ça change tout. C'est pas que c'est eux qui
qu'ils l'ont pas, ben alors moi, je peux me permettre. Est-ce que ça demande d'être en forme physiquement pour pouvoir être capable de tenir cet éventail de personnages? Ben, je suis content. Oui, je fais des efforts. Je suis content que tu... Moi, je lui ai donné la main tantôt. Je peux te dire qu'il est en forme. Mais tu sais, un peu du cardio. Tu sais, bien marcher. Là, le tennis, c'est super bon pour le cardio, mais je suis vraiment pas bon dans ni un ni l'autre. Je marche beaucoup au golf, mais encore là, je suis pas un bon golfeur. Je suis surtout un propriétaire de sac de Fait que je veux pas me... Mais j'aime bien, je remercie à rejouer au hockey là, cet hiver un peu avec mon fils, puis patiner un peu, mais on verra bien. Les spectacles commencent en janvier. Ouais. On peut aller sur le site d'André-Philippe Gagnon pour avoir les dates. Moi, je suis très intéressée à aller voir ce spectacle-là. Ah ben, avec une nouvelle équipe, c'est chiant encore, avec Gabriel Poirier-Galarneau, Xavier Boiron, sont géniaux. Une belle équipe. Merci beaucoup, André-Philippe Gagnon, de nous avoir visités. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Alors, je le disais, il y a un moment, Jean-François Plante, qu'on connaît très bien parce qu'il est très souvent à la télévision, a cuisiné pendant combien d'années à la télé? Ça fait probablement pas loin de 30 ans. 30 ans? Oui, absolument. 30 ans de restauration, 30 ans de télé, 30 ans de livres de recettes aussi. Ça fait un bail. Et là, tu nous proposes ce livre absolument magnifique. Ça s'appelle « Pâtes à toutes les sauces » avec plein de recettes. Pourquoi avoir choisi les pâtes, Jean-François? Ben, en fait, le sous-titre en dit davantage que le titre, à toutes les sauces, parce que j'adore les sauces, j'adore les cuisiner, j'adore les manger. Puis je trouve qu'il n'y a pas meilleur réceptacle que des pâtes pour recevoir des sauces. Peut-être les patates pilées, mais faire un livre, c'est patates pilées, ça va peut-être pas marcher. Mais et les pâtes, c'est économique, c'est convivial, c'est gourmand, tout le monde aime ça, des plus vieux aux plus jeunes, depuis toujours. Et ça se prête à toutes sortes d'exercices. Donc c'est ça le livre, c'est les sauces qui vont composer les pâtes. Bon. Donc c'est pas un livre pour apprendre à faire des pâtes fraîches, par exemple. Là. C'est des plats de pâtes que je propose, comment cuisiner les pâtes et comment en faire de véritables moments gourmands. Là. Et au début, là, tu donnes quelques conseils, là, notamment sur la préparation. Les 10 commandements. Les 10 commandements, voilà, exactement. C'est parce que la chaleur des pâtes, tu utiliseras pour la sauce, la bonne pâte, tu choisiras, bon, etc. Puis tu donnes un conseil sur l'eau de cuisson. Et tu nous dis, là, j'en parlais en début d'émission, Catherine, tu te souviens, j'ai trouvé ça absolument renversant. Tu nous dis, l'eau de cuisson des pâtes, non seulement vous vous en servez pour allonger la sauce au besoin, mais le reste, vous la jetez pas dans le lavabo, vous mettez ça dans un contenant, vous placez ça au congélateur parce que vous pouvez la réutiliser par la suite et ça va donner des fonds de soupe extraordinaires. Tellement, ça va épaissir, ça a déjà du goût. Moi, généralement, quand je fais cuire mes pâtes, je mets du sel, je mets des aromates, je mets des gousses d'ail pour donner de la saveur aux pâtes elles-mêmes. Ensuite, le bouillon, il est vraiment très bon et je peux m'en servir pour faire des bases de soupe, de sauce, extraordinaire de bouillon de toutes sortes. Et c'est un, économique. Et deux, l'amidon qui s'y retrouve permet de scotcher la sauce, là, donner du corps à une sauce qui va réduire ensuite. Là. Et à épaissir une soupe, j'imagine. Oui, tellement. Je suis quand même curieuse parce qu'il y a un conseil sur la quantité d'eau à utiliser lorsqu'on fait cuire des pâtes. Puis ça, j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus avec plein de personnes. Pourquoi ça prend... Explique-moi pourquoi ça prend beaucoup d'eau pour cuire les pâtes. Parce que... Il y en a, j'y vois avec leur petit chaudron. Là, premièrement, je sais pas pourquoi ils se cassent le pompon pour cuisiner avec un petit chaudron. D'un poubelle, les petits chaudrons, on va régler ça tout de suite. Non, mais ça prend de l'eau pour s'exprimer, pour éviter que la pâte colle, que les pâtes collent entre elles. Il y a beaucoup d'amidon. Donc, il y a beaucoup d'amidon qui se libère dans l'eau. S'il n'y a pas assez d'eau, l'eau va se gorger d'amidon et ça va les rendre vraiment pâteuses. Il faut qu'ils bouent à l'intérieur et qu'ils prennent de la place, qu'ils jouent dans l'eau. Là. Ça va comme un gros... C'est comme des enfants, ça leur prend du grand air. Okay. Un gros jacuzzi, là. Puis la question des différentes sortes de pâtes, là, ça fait-tu vraiment une différence spaghetti, spaghettini, fettuccini dans la bouche? Pas tant ces sortes-là, sinon que choisissez celle qui vous fait plaisir, évidemment, que la longueur des pâtes. Par exemple, si on mange une sauce qui est nappante, une sauce crème, une sauce tomatée qui est vraiment nappante, ça va nous prendre une pâte longue qui va bien... la sauce va suivre la pâte. Si on mange une pâte dans laquelle, par exemple, il y a des bouchées de crevettes ou des bouchées de poulet, ben on va manger ça avec une fourchette. Ça va nous prendre une pâte courte
pour bien harmoniser l'ensemble de l'œuvre. Bon, mais oui. Puis le macaroni, lui, est un peu entre les deux. Le macaroni, oui, absolument, à la cuillère, à la paille s'il est trop cuit. Moi, je suis aussi. J'aimerais ça que tu nous expliques les pâtes al dente, c'est important, hein, ça aussi. C'est fondamental. Moi, je me tiens sur le bord du poêle. Si quelqu'un me reçoit aux pâtes, je me tiens sur le bord du rond. T'as bien raison. En fait, le truc, c'est que tous les contenants de pâtes, il y a toujours un temps magique qui est indiqué dessus. Moi, ce que je fais, c'est que je calcule 2 minutes de moins et je goûte à ce moment-là. Et quand la pâte est vraiment al dente, mais un peu plus qu'al dente, je la sors parce qu'il y a de la chaleur résiduelle qui reste et elle continue de cuire. Puis des fois, c'est une fraction de seconde, c'est 30 secondes, 1 minute de plus et la pâte est déjà trop cuite. Puis même si tu rajoutes la sauce, ça continue en cuire. Exactement. Et ce que tu veux, c'est que la pâte soit encore chaude quand tu la rajoutes. Puis ça, c'est très important, quand tu l'ajoutes à la sauce pour la touiller. Donc, on rince pas à l'eau froide. C'est jamais de la vie! OK, non. C'était ma question, la question qui tue. Fait qu'on rince pas les pâtes. Absolument. Il faut qu'il y ait une synchronicité. Donc, on prend la pâte et on la met chaude dans la sauce. On la touille dedans. La chaleur va faire que la sauce va bien coller, adhérer à la pâte aussi. Là. Jean-François, en terminant, dernière question. De toutes ces recettes-là, est-ce que tu en as une préférée? Laquelle tu te ferais là, ce soir? Là? Ben, moi, j'aime beaucoup les poissons, les fruits de mer. J'aime beaucoup celle que j'ai faite au beurre blanc, œuf de lompe et saumon fumé. Linguini fini à la fondue poireau. C'est le temps des poireaux. Là. Bacon et pétonque. Du bacon avec des poissons, des fruits de mer. Ça marche toujours. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Tout à fait. Ben, c'est un super beau livre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Jean-François Plante et le livre s'intitule Pâtes à toutes les sauces. C'est publié aux éditions de l'Homme. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Alors, on a reçu il y a un moment Jean-François Plante et son livre Pâtes à toutes les sauces, mais je veux vous parler d'un autre livre aussi qui a été mis en vente très récemment. Ça s'appelle À table pour elle et c'est un recueil de recettes, mais aussi des témoignages de femmes qui cognent à la porte du chaînon pour obtenir de l'aide. Et lorsqu'on se procure le livre directement au chaînon, tous les profits des ventes vont directement aux femmes, donc ça vaut la peine de faire un petit détour. Mes amis Nathalie Normando et Luc Ferrandez ont reçu Marina Orsini qui signe la préface de ce livre-là plus tôt aujourd'hui. Et c'est vraiment, je l'ai feuilleté également, un très, très beau livre. Et tu sais, Philippe, que c'est la Journée nationale des pâtes. J'ai appris ça en faisant. C'était vraiment tout un hasard. Et il y a des gens, justement, dans la messagerie texte qui nous ont dit « Hey, vous préparez bien les choses. » On le savait pas. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Hugo Meunier, rebonjour. Rebonjour. C'est le moment de ton billet d'humeur et c'est l'Halloween qui t'inspire aujourd'hui. Effectivement. Là, vous avez reçu mes virements pour rire sur mes blagues. Merci, c'est fait. Et je vais me racheter de mon absence remarquée de la semaine dernière aussi. Remarquée parce que Catherine m'a appelé, puis pour une fois, c'était pas au milieu de la nuit en respirant très, très fort dans le combiné, pour me dire que les auditeurs avaient inondé apparemment la messagerie. Où est Hugo? C'est vrai, ça? Ou, on va en discuter après le show, si tu veux. Ben, calmez-vous, insatiable auditoire, puisque, comme dirait Bryan Adams sur la trame sonore de Spirit, l'étalon des plaines, me revoilà. L'Halloween approche à grands pas, les parties aussi, et plutôt que d'aller vous botcher un kit ironique au Village des Valeurs avec un vieux T-shirt de Fido Dido, je vous propose quelques idées de costumes qui feront certainement de vous le clou de la soirée ou ce que Meeker appelle un petit lundi. C'est parti. Mes recommandations s'adressent surtout aux gars parce que tout le monde sait que pour les filles, l'Halloween, c'est juste un prétexte pour enfiler un costume d'infirmière, de soubrette ou de pirate sexy. Mesdames, vous vous dites woke, mais avouez que l'Halloween est juste une occasion d'évacuer votre fille de l'UQAM intérieure. Bon, je sais que ce passage sexiste vous choque présentement, mais à ma défense, je l'ai écrit en portant mon costume de gars de Saint-Eustache bloqué en 1993. C'est important de le spécifier puisque le Hugo de 2024 se dissocie totalement de cet humour de mon oncle rétrograde. D'entrée de jeu, on va y aller. Oui, j'ai quand même habilement ramené ça. Bravo, Hugo. Allons-y avec les bons vieux classiques, ceux qui se démodent pas, Dracula, fantôme, zombie, momie enroulée dans du papier de toilette, Père Noël, l'ensemble de hot dogs géants, très rigolo ça, le méchant avec le masque épeurant de Frisson, un costume passé de date de Squid Game, entraîneur de sport avec un sifflet dans le cou, personnage d'Harry Potter, Star Wars. On parle ici des valeurs sûres, donc allez-y, sans modération, comme dans les pubs d'Éducalcool, l'organisme privé au service de l'industrie de l'alcool. Non, je ne lâche jamais le morceau ici. Ensuite, pour les
nouveaux buzz marqués par l'année culturelle et sportive. On a, par exemple, vous trouvez une vieille perruque dans un fond de tiroir qui empeste les boulamites, une froc en jeans effilochés et un très mauvais scénario. Et paf, vous êtes déguisé en la série Marco Lachance. Vous pouvez... Oui? Non? Je trouve ça drôle. C'était raide quand même. Vous pouvez sinon simplement enfiler un maillot de football, vous laissez virilement pousser la barbe et vous pavanez toute la soirée au bras d'une fille qui vous vole complètement la vedette pour personnifier le couple Taylor Swift et l'autre gars qui sort avec. Autre idée, enfiler un jumpsuit Adidas de style trafiquant d'un cartel colombien, des verres fumés avec du bling, quelques pétards et déambuler dans votre party avec un air perdu à l'air de vous demander ce que vous faites là et vous êtes Snoop Dogg aux Jeux olympiques de Paris. Parlant des Olympiques, d'autres options. Premièrement, fabriquez-vous une petite tour Eiffel avec un rouleau de Scott Towel, portez une robe blanche scintillante et trimballez un micro en faisant du lip-sync et votre déguisement de Céline fera tourner bien des têtes. Sinon, un pince-nez, un casse de bain, un speedo et beurrez-vous la face de toutes les cochonneries que vous allez trouver sur votre chemin et votre costume de nageur dans la Seine sera à point. Pour les opportunistes, une combinaison verte de sport, une casquette, une très mauvaise chorégraphie et vous êtes l'Australienne poche à la discipline de breakdance. Ça m'amène maintenant à suggérer d'autres déguisements en lien avec l'actualité pour les soirées d'Halloween un peu plus intello en compagnie de vos amis transfuges de classe. Une facile pour commencer, une canne, des verres fumés, une mine grave, et vous êtes cette personne qui a perdu la vue, pour avoir regardé l'éclipse sans les lunettes de protection. Deuxième option, merci Mika, facile aussi, des cheveux ébouriffés, un veston. Il est le seul qui a encaissé son virement. Des cheveux ébouriffés, un veston, un micro sans fil, un lutrin, un cellulaire et une interprétation catastrophique de tune d'automne des Cowboys fringants. Et voilà, votre costume de Bernard Drinville ne laissera personne indifférent. Variante, glissez-vous dans la peau de Catherine Levac en textant toute la soirée de manière très blasée, en plein milieu du plancher de danse, chaque fois qu'une chanson de Justin Timberlake jouera. Autre idée, un veston, un air condescendant, une pomme et répondez, qu'est-ce que ça veut dire? Qui... C'est juste le gros bon sens. De manière passive-agressive, en croquant bruyamment dans votre pomme quand on s'adresse à vous, et vous êtes comme par magie, Pierre Poilievre en point de presse. Plus compliqué niveau logistique, mais efficace, plantez une tente directement dans le salon, démontez-la, remontez-la dans la cuisine, et ainsi de suite dans toutes les pièces de la maison, et votre costume de campement pour itinérant démantelé fera sensation. Compliqué, mais économique, puisque vous serez autorisé à quêter votre alcool et vos cigarettes à vos amis. Une dernière dans cette catégorie, mais ma préférée, téléchargez une application pour mesurer les décibels et dès que le son de la musique dépasse le seuil autorisé par la ville, appelez frénétiquement la police pour porter plainte et hop, votre costume de Pierre-Yves Baudouin, le voisin fatigant du cabaret La Tulipe, sera à point, succès assuré. Je pensais que c'était un résident de Saint-Lambert. Moi aussi. C'est l'autre variante. Plateau Saint-Lambert, même combat. Pour les esprits plus provocateurs maintenant, voici quelques idées de costumes qui feront peut-être grincer les dents. D'abord, un facile, un oreiller sous le chandail, facultatif, un bâton de marche, une casquette des expos et un sac de noix. Boum! Votre costume de Denis Coderre à Compostelle vous vaudra un prix. Pour les paresseux qui manquent de temps, un passement sur l'oreille, une casquette MAGA, une teinture orange et votre déguisement de Trump post-tentative d'assassinat se méritera au moins la note de passage. Pour les plus militants, trimballez un cadre, placez votre visage au centre, ouvrez légèrement la bouche et inclinez doucement la tête vers le côté. Bingo! Vous incarnez un mouvement féminisme à vous seul. Wow! Enfin, ça c'est fort. Pour les gens qui n'ont rien à perdre, branchez une hausse, pressez le pouce à une extrémité du boyau d'arrosage et recréez le geyser du boulevard René Lévesque dans le salon de vos hôtes. Fou rire garanti. En terminant, l'Halloween doit rester une fête positive et joyeuse, alors faites attention aux faux pas. Parmi les déguisements à éviter cette année, il y a un boulot avec une inscription raciste dessus, qu'on avait aperçu ou non au préalable, un cellulaire, une casquette, des lunettes de soleil, une barbe de 3 jours, mais surtout une très mauvaise idée. De grâce, n'y pensez même pas, ça risque de vous coûter très cher. Et aussi, tous les déguisements en lien avec la Lune sont aussi à proscrire jusqu'à nouvel ordre, sauf bien sûr Pierrot la Lune. Sur ce, à vous de jouer et joyeux Halloween avec ou sans changement d'heure. Et n'oubliez pas d'inspecter les bonbons de vos enfants au cas où les enseignants de l'école de Bedford se cachent dans le fond du sac pour les brainwasher. Merci beaucoup, Hugo. Wow! T'es viré. Wow. Pour toujours. Oui.